Alors, je vais te donner dans cette vidéo un guide complet pour trouver la bonne alimentation au XXIe siècle. Je dis au XXIe siècle parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, si on a cette chance d'être né dans des pays développés, la question de la nourriture est une question qui ne se pose plus du tout de la même façon qu'elle se posait à nos ancêtres. Nos ancêtres se demandaient chaque jour par rapport à la nourriture, va-t-on trouver de la nourriture? Comment trouver de la nourriture? Et aujourd'hui, on se pose la question, quelle nourriture on va pouvoir manger? Dans le contexte du XXIe siècle, ce qui pose problème, c'est pas de trouver de la nourriture, même si pour certaines personnes c'est un énorme problème, mais c'est bien plus pour toi qui regardes cette vidéo, qui sont nous dans des conditions suffisantes pour pouvoir te nourrir, ça va être sans doute le problème de trouver les meilleurs aliments pour pouvoir bien t'alimenter. Je vais te partager dans cette vidéo tout ce que j'ai appris durant ces dernières années en alimentation, que ce soit à chaque fois en allant voir mes médecins, à chaque fois je leur pose des questions sur la nutrition, que ce soit en discutant avec des personnes qui étaient intéressées par ce domaine, avec toutes les lectures que j'ai faites. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Dans l'alimentation, on peut lire tout et n'importe quoi. Les gens qui vont dire prends du lait, prends pas de lait, prends des légumineuses, prends pas de légumineuses, sois vegan, ne sois pas vegan. Tu as tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Donc dans ce guide, je vais faire en sorte de clarifier en grande partie et de côté les grandes lignes, les grands axes très importants pour savoir quoi manger, quand le manger et comment manger. Voilà, je vais te partager donc mes meilleurs conseils, tout ce que j'ai pu glaner après des années et des années de recherche en nutrition. Je t'invite désormais à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si jamais ça te plaît, ça aide vraiment mon travail, c'est un travail de longue haleine, de longue durée cette vidéo, donc je t'invite vraiment à pouvoir soutenir notre travail. On est à même pas encore 1000 abonnés et ce serait pas mal de pouvoir atteindre ce cap qui est quand même un peu un minimum sur YouTube pour pas paraître pour un rigolo. Si on veut être en bonne santé en général, il y a 3 grands piliers qu'on peut distinguer. D'abord, le sommeil, ensuite l'exercice physique et enfin l'alimentation. Je vous parlerai de ces 2 autres piliers dans une vidéo spécifique et dédiée, mais ils sont extrêmement importants. Et le 3e pilier, c'est l'alimentation. Donc on va voir comment on va gérer au mieux notre alimentation. La première chose à dire sur l'alimentation, c'est le plus important, c'est que l'alimentation est subordonnée au sommeil. L'alimentation est subordonnée au sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas un sommeil de bonne qualité, votre alimentation ne sera pas non plus une alimentation de bonne qualité. Dans le sommeil, j'inclus aussi le style de vie. Si vous avez un style de vie qui fait que votre sommeil est impacté, vous avez un grand niveau de stress en général, vous allez faire et commettre des choix alimentaires qui ne seront pas optimaux, qui ne seront pas idéaux. En ce sens, avant même de savoir ce que vous allez manger et mettre dans votre bouche, il faut que votre état d'esprit, votre vie en général soit bien, soit équilibrée, soit harmonieuse. Parce que si vous n'avez pas cette harmonie-là, vous allez faire de mauvais choix alimentaires et on va voir lesquels c'est de faire des mauvais choix alimentaires. Mais si vous n'avez pas ce style de vie-là, vous allez faire de mauvais choix alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire conséquence? Avant de chercher à optimiser l'alimentation, demande-toi si tu as déjà un style de vie qui est optimisé. J'en parlerai dans une autre vidéo pour le sommeil, mais ça veut dire par exemple se sentir bien et être heureux. Si vous vous sentez bien, vous êtes heureux dans votre vie de tous les jours, automatiquement vous allez faire des meilleurs choix alimentaires. Donc, l'alimentation c'est intéressant, mais c'est presque plus un plus par rapport à votre style de vie. Bien entendu, l'alimentation va affecter par la suite le style de vie que vous allez mener, mais c'est d'abord le style de vie qui a un impact sur votre alimentation. Je vais donner un exemple concret de la façon dont le sommeil impacte votre style alimentaire. Si vous avez par exemple dormi un peu moins que ce que vous devriez dormir, vous allez avoir envie de manger. Et les hormones qui vont vous dire que ça y est, c'est l'heure de manger, elles vont avoir un impact énorme sur la quantité de nourriture que vous allez ingérer et sur les types de nourriture que vous allez ingérer. Si vous n'avez pas beaucoup dormi, vous avez beaucoup plus de chances de vous tourner vers des nourritures riches en graisse, en glucides et des nourritures rapides que vous pouvez consommer rapidement, comme par exemple des fast-foods, et c'est des choses qu'on veut éviter. La première chose, la plus importante règle en alimentation, c'est avant de commencer au solide, on va commencer par le liquide, c'est l'hydratation, c'est bien boire de l'eau régulièrement tous les jours. Alors, je veux dire 3 choses principales à ce sujet. D'abord, la plupart des gens sont, aux États-Unis en tout cas, boivent moins que les recommandations officielles. Donc, il est très possible que tu boives moins que les recommandations officielles. Donc, ça peut être intéressant de consommer un petit peu plus d'eau
que ce que tu ne consommes aujourd'hui. L'hydratation est très importante pour la digestion, pour le maintien de la température et pour tout simplement la survie de manière générale. Sans eau, on meurt. Maintenant, deuxième chose, c'est pas parce qu'il faut boire peut-être un peu plus que ce que tu bois qu'il faut boire trop d'eau. Parce qu'en fait, boire trop d'eau, ça peut mener à de graves conséquences. Alors, c'est très difficile d'atteindre les quotas où tu bois vraiment trop d'eau. Ça peut être du 15-16 litres par jour, mais si tu bois 16 litres par exemple d'eau d'un coup, il est possible que tu meurs tout simplement. Et deuxièmement, par rapport à cette trop grande quantité d'eau, si tu bois une quantité d'eau trop importante, il est possible que les électrolytes dans ton organisme, j'y reviendrai juste après, mais en gros les vitamines, etc., les minéraux qui sont dans ton corps, soient dilués dans ton sang. Et ça peut amener à une moins bonne concentration, une moins bonne performance, un moins bon bien-être de manière générale. Donc on ne va pas non plus chercher à boire tout le temps, toute la journée, pour n'importe quelle raison. Il faut aussi prendre la mesure et boire de façon adaptée. Donc là, je te laisse voir, mais pense bien aux deux, c'est-à-dire boire suffisamment, mais pas boire non plus trop d'eau, parce que sinon ça sert absolument à rien du tout. Troisièmement, il y a le type d'eau que tu vas boire qui va être très très important. Alors en général, il y a deux grands types d'eau qu'on peut te recommander, que tu peux boire, c'est l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Je te conseille de ne consommer aucune de ces deux eaux. D'abord, la première, l'eau du robinet, c'est une eau à laquelle personnellement je ne fais pas confiance. Je pense que tu peux tout à fait faire confiance aux régulations de santé, aux autorités de santé. Elles font un travail immense chaque jour pour vérifier si l'eau correspond bien aux critères de sélection. Cependant, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, dues à l'alimentation moderne, dues aux industries, aux polluants qui existent, aux microplastiques, aux médicaments qui sont déversés dans l'eau directement et qui impactent plus ou moins l'eau que tu bois au robinet, que je préfère ne pas consommer cette eau-là. L'eau du robinet, de manière générale, je te conseille donc de ne pas la consommer, pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais peut-être plus par précaution. Et là, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, elle est complètement polluée ou qu'elle est absolument bonne pour la santé. Je donne un exemple de pourquoi moi, personnellement, je ne fais pas confiance à cette eau-là. Une personne que j'ai entendue sur les réseaux, elle a dit qu'elle avait le syndrome du côlon irritable. Et je ne sais pas si c'est vrai ce qu'elle a dit sur son histoire, mais imaginons, et je la crois, elle avait le syndrome du côlon irritable et du jour au lendemain où elle a arrêté de boire l'eau du robinet, ça a disparu. Elle aurait pu aller à Lourdes, c'était pareil. Pour ces raisons-là, moi j'évite de consommer l'eau du robinet. En plus, les qualités en fait sont différentes en fonction des régions, des endroits où tu te trouves. C'est trop variable pour pouvoir te dire, allez, je vais boire de l'eau. Parce que l'eau, c'est quand même le pilier important de la nourriture. Donc si jamais tu bois une source d'eau tous les jours qui est polluée, même légèrement, t'imagines au bout de 20-30 ans les impacts que ça peut avoir sur ta santé. Moi, je préfère pas. Maintenant, les eaux en bouteille en plastique. Pourquoi est-ce que je les évite aussi ? Les eaux en bouteille en plastique, il y a énormément de microplastiques à l'intérieur qui ont pénétré l'eau pendant le transport. Et ce sont des sources qui ne sont pas forcément contrôlées, pas forcément naturelles, pas forcément excellentes pour la santé. Il faudrait voir, les eaux de source, parfois, elles contiennent une grande quantité d'excréments. Donc ça aussi, ça pose problème. En théorie, ce serait mieux si tu avais des bouteilles en verre, mais acheter des bouteilles en verre pour l'eau, bon courage, ça coûte plus cher, c'est pas forcément pratique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour boire de l'eau? Quelle eau on boit? Alors la seule solution que j'ai trouvée personnellement, c'est de filtrer l'eau que je bois. Alors maintenant, la question du filtre. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de filtres que tu vas pouvoir trouver sur internet, dans les boutiques, des filtres par osmose inversée, des filtres directement sur l'eau du robinet, des filtres détachables, des filtres externes. Il y en a des dizaines. Je les ai pas tous testés. Mais moi, je vais t'en recommander un. C'est le filtre Eco. Je te le recommande. Je te mets le lien dans la description. Pourquoi est-ce que c'est ce filtre-là qui est le meilleur? Et en un mot, c'est parce qu'en fait, c'est un des seuls filtres qui, je peux l'emporter partout avec moi. Il est pratique, il est portable. Et surtout, il filtre tout. Il filtre les bactéries, les excréments. Il filtre les PFAS, donc toutes les particules qui sont résiduelles qui sont issues des médicaments. C'est un filtre qui fonctionne au charbon de bois actif, c'est un filtre qui a été validé par la NASA, c'est un filtre extrêmement puissant et il filtre pas que ça, il filtre bien évidemment les métaux lourds, tous les microplastiques aussi que tu peux trouver dans les bouteilles. Voilà, ça filtre tout ça. Donc c'est moi personnellement la solution que j'ai choisie, que j'ai trouvée après plusieurs années de filtre. Si jamais Eco ne te convient pas, il y a un autre filtre que j'ai testé où l'eau était vraiment bonne au goût à la sortie, c'est le filtre Eva. Voilà, c'est un autre filtre que je peux te donner. Mais sinon, après, c'est à toi de voir quel filtre tu préfères. Et je sais qu'il y a un dernier type de filtre qui est par osmose inversée et qui restitue quasiment la qualité
propre de l'eau, mais ces filtres-là, ça coûte extrêmement cher. Je crois que c'est de l'ordre de 500 à 1000 euros, alors que le filtre Eco que j'ai, c'est autour de 60 euros. Donc pour moi, le calcul a été assez rapidement fait. Il y a un dernier petit point que je veux parler, ça va permettre de faire la transition par rapport à l'eau. C'est la question de savoir, est-ce que tu dois boire pendant les repas? J'ai cru pendant longtemps que ça n'avait pas d'impact de boire de l'eau pendant les repas sur la digestion. En gros, le fait que quand tu digères, il y a ta salive qui va arriver sur les aliments, et la salive, en fait, il y a des enzymes qui permettent de digérer. Donc, si tu mets la salive sur tes aliments, une fois qu'ils vont arriver dans le ventre, ils vont être mieux digérés. Le truc, c'est que si tu bois de l'eau, on peut dire que cette salive peut être diluée, et du coup, ça va peut-être rendre la digestion moins efficace, ça va être plus dur de digérer. C'est ce que j'ai pensé pendant longtemps, certains docteurs, certains médecins disent ça. Je me suis documenté, j'ai regardé, apparemment, il n'y a pas de lien entre l'efficacité de la digestion et la quantité d'eau consommée. Au cours d'un repas, ce sont de nombreuses études scientifiques que j'ai pu regarder. Et par ailleurs, ces études indiquent que même c'est bénéfique de consommer de l'eau lorsque tu manges, parce qu'au contraire, ça permet de mieux digérer. Personnellement, je n'ai pas de recommandation là-dessus, je dirais fais en fonction de ce que tu sens personnellement. C'est donc, ne t'interdis pas d'abord de boire de l'eau pendant le repas, c'est pas du tout utile. Si jamais tu avais cette idée-là et que ça te fatiguait, que ça te rendait irritable, etc., ou tu disais « Ah, j'ai envie de boire de l'eau, mais je peux pas », etc. Non, bois si tu en as envie de boire. Pas besoin non plus de boire 3 litres, mais tout ira bien normalement. Donc il n'y a pas de recommandation, et fais en fonction de ce que tu sens. Regarde les quantités, regarde comment tu te sens après un repas, et ça, tout ira bien. On embraye. Deuxième grand conseil dans l'alimentation, c'est d'éviter l'excédent calorique. Si tu évites l'excédent calorique, globalement, tu résous 80% des problèmes que tu peux rencontrer par rapport à l'alimentation. Alors c'est quoi l'excédent calorique? C'est quoi une calorie? La calorie, c'est simplement une unité d'énergie. En fait, c'est comme, je sais pas moi, un mètre, et on calcule en fait l'énergie que tu obtiens avec cet aliment-là. Par exemple, si tu manges une cuillère à café de beurre d'arachide, donc du peanut butter, tu auras beaucoup d'énergie dans cette cuillère, à peu près 100 calories, donc ça va te faire beaucoup d'énergie. Par exemple, à l'inverse, si tu consommes, je crois, une tomate, tu auras 25 calories dans la tomate, donc c'est beaucoup moins d'énergie. Ce qu'il faut faire, c'est savoir à peu près la quantité de calories qu'il existe dans chaque aliment. Est-ce qu'il faut compter au gramme près? Moi, je te recommande d'essayer de compter au gramme près pour voir chaque aliment à peu près combien c'est. Et puis après, au fur et à mesure, tu ajusteras et tu sauras à peu près combien c'est. Par exemple, je sais pas moi, une cuillère à soupe d'huile, c'est à peu près 90 calories. Du poulet, c'est à peu près 100 calories, 100 grammes, peut-être un petit peu plus. Ça, voilà, pour te donner un ordre d'idée, il faut que tu saches à peu près combien font les aliments. Comme ça, tu auras une idée des calories que tu ingères. Suite à cela, tu dois aussi calculer ton total calorique, savoir combien tu as besoin de calories pour fonctionner correctement pendant la journée. En fonction de ces besoins caloriques que toi tu as personnellement, qui sont différents pour chaque individu, mais en général pour un homme c'est 2300, pour une femme c'est 1700, il ne faut pas que tu dépasses cet apport calorique dont tu as besoin. Parce que si tu dépasses cet apport calorique dont tu as besoin, si tu le dépasses de 100, de 200, c'est pas du tout un problème. Si tu le dépasses maintenant de 1000, de 2000, 3000 chaque jour, ça va créer un excédent calorique. Un excédent calorique est lié tout simplement au fait de stocker cette source d'énergie que tu as, parce que tu ne vas pas pouvoir t'en débarrasser comme ça. Le corps ne se débarrasse pas de la source d'énergie qu'il a, il va la stocker sous forme de graisse. Et si tu la stockes sous forme de graisse, tu vas atteindre des stades, par exemple, d'obésité, surobésité, et petit à petit, tu vas risquer d'avoir augmenté ton nombre de maladies, augmenter ton risque de mourir, etc., etc. Donc on veut absolument éviter de manière générale l'excédent calorique. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va mettre? Enfin, on va y aller, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa bouche et dans sa nourriture? La première chose sur laquelle je vais insister, c'est la consommation de fruits et de légumes. J'insiste sur la consommation de fruits et légumes. Je mets en avant là-dessus cependant les légumes. Il y a une recommandation globale qui est manger 5 fruits et légumes par jour. Je te donnerai plutôt cette recommandation-là, entre 500 et 1 kg de végétaux par jour. En privilégiant 80%, ça devrait être plutôt des légumes. Pourquoi? Parce que la consommation de légumes est très importante pour la santé de manière générale. Si je peux te donner un conseil, c'est que dans ton assiette, il faut qu'il y ait la moitié de ton assiette, il faut que ce soit des légumes. Si tes assiettes aujourd'hui sont composées, par exemple, tu as une assiette où il y a des pâtes et de la sauce tomate, par exemple, ça je ne mange plus ça. Si tu as des pâtes et de la sauce tomate, il faut que tu coupes la moitié de pâtes et tu mets la moitié de légumes. Déjà, ce sera un grand impact sur ta santé. Consommer plus de fruits et légumes que tu n'en consommes. Pas obligé de consommer tous les jours des fruits et des légumes comme un dictateur, mais consomme suffisamment de fruits et de légumes par jour. Par rapport aux fruits et aux légumes que tu consommes, j'y reviendrai plus tard, mais je le dis tout de suite, c'est pas grave s'ils sont surgelés.
Au contraire, ça peut même être mieux dans certains cas parce qu'ils ont conservé leurs micronutriments et les micronutriments, on y revient juste après. Donc n'hésite pas, prends des légumes, prends des fruits, mange-les, il n'y a pas de problème. Je ouvre une petite parenthèse sur la digestion et le fait que oui ou non, est-ce que tu devrais consommer les fruits en même temps que le repas? Je sais que dans les milieux qui s'intéressent à la naturopathie, les naturopathes affirment que consommer des fruits pendant les repas, ça fait de la fermentation. La fermentation, c'est quoi? C'est un processus qui fait que tu vas transformer les glucoses en alcool. En gros, ce qu'il y a dans les fruits, tu le transformes, ça devient de l'alcool et ça devient néfaste pour ta santé ensuite dans ton ventre et en général. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu tout et son contraire à la suite. Si jamais tu sais et que tu as la réponse définitive, mets-la dans les commentaires. Donc moi je dirais consomme des fruits et des légumes, c'est pas un problème en même temps que le repas, avant, pendant, après. J'ai envie de dire, si c'est un fruit c'est pas un problème. Les fruits c'est bien, si jamais tu veux remplacer, si tu n'aimes pas du tout les légumes, bah mange des fruits. Là je te dirais mange des fruits, si tu manges jamais de légumes, commence par manger des fruits, ce sera très bien. Deuxième recommandation, la plus grande recommandation que je voudrais faire, c'est après avoir mangé suffisamment de légumes et de fruits par jour, éviter de manger toutes les nourritures transformées. Voilà, ça c'est vraiment le plus grand conseil. Je précise aussi, donc les conseils sont par ordre croissant d'importance, en tout cas j'essaie de le faire. Si tu manges des burgers, des kebabs, 2 à 3 fois par semaine, ça sert à rien d'écouter la suite de la vidéo. Parce qu'en fait, ça aura un impact suffisant pour réduire tous les efforts que tu auras fait juste avant. Si tu commences à manger du jambon sec, des sources d'aliments transformés à tous les repas, des frites, des burgers, des pâtisseries, tout ça, c'est des viennoiseries. Tout ça, en fait, ça va avoir un impact très négatif sur ta santé. C'est pas bon en général pour toi, mais il faut absolument les éviter. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas en manger du tout? Pas du tout. Mais au moins, ça devrait être moins de 5% de tes repas. Si tu en consommes une fois par semaine, par exemple, je sais pas moi, si à la fin de ton repas, une fois par semaine, tu te fais un croissant, pourquoi pas, mais tu devrais pas consommer de ça de manière générale. Et bien sûr, les bonbons, tout ce qui va être sucre raffiné, les Haribo, les marshmallows, la barbe à papa, tout ce que tu veux, tout ça, voilà. Si tu peux l'éviter, tu auras fait un grand pas vers la bonne santé. La question c'est comment est-ce que je peux les éviter? En fait, c'est en suivant tous les conseils que je vais te donner après, ça va te permettre d'éviter déjà de les éviter. Parce que en fait, si tu vas bien manger, de manière globale, si tu manges bien, tu vas pas avoir envie de ça. Et si tu n'as pas envie de ça, bah, ça va t'éviter de gros problèmes de santé par la suite. Conseil là, j'en profite. Si jamais tu raffoles de sucre, tu veux manger tout le temps du sucre, dès que tu as fini de manger, brosse-toi les dents. Ça peut t'éviter de prendre parfois certains desserts. S'il faut, bah, tu te brosses les dents 5 fois par jour. Dès que tu as une envie de sucre, boum, tu te brosses les dents. Ça peut déjà t'empêcher de manger du sucre. Moi, je sais que si je me brosse les dents, après, j'ai plus envie de manger un truc sucré. Tu vois, tu prends un dentifrice bien fort. Cela aussi évite les additifs alimentaires et les conservateurs. Dès que c'est écrit E derrière la boîte et que tu vois qu'il y en a 5, bon, les E en soi, c'est pas nocif et néfaste pour la santé, mais si tu vois qu'il y en a 5 derrière une barre, par exemple, de céréales que tu mangerais, c'est pas la peine. Ah oui, les céréales du matin, les miel pops, c'est pas forcément positif pour ta santé. On va passer maintenant aux 4 grandes sources de nourriture que tu vas avoir besoin pour être en bonne santé. 2 grandes catégories. Il y a les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, c'est tout ce dont tu as besoin en grande quantité, et les micronutriments, c'est ce que tu as besoin en petite quantité. Mais les deux, tu en as besoin. On va commencer par les macronutriments. Les macronutriments, il y en a 3. Il y a le gras, les glucides et les protéines. On va commencer par les graisses et on va voir ce que ça veut dire. Les graisses, c'est quoi? Je vais être plus précis, on va utiliser en science le terme de lipides, c'est très important. Lipides, c'est tout ce qui va être matière grasse. La propriété principale de la matière grasse, c'est qu'elle est hydrophobe. Ça veut dire qu'elle a peur de l'eau. C'est-à-dire que si tu mets de la matière grasse en contact avec de l'eau, elles ne vont pas se mélanger. Dans les graisses, il y a énormément de différentes graisses. Les graisses, les triglycérides, les stérols, les cires, les vitamines liposolubles, et j'en passe. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'en alimentation, il y a 4 grands types de graisses dont tu as besoin. Tu as ce qu'on va appeler les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Parmi les acides gras saturés, tu en as 4 grands types, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 7 et les oméga 9. Il faut que tu consommes chacun de ces oméga. Commençons par les oméga 3, il y en a de 3 grands types, soit tu les trouves de manière végétale, soit tu les trouves de manière animale. Végétale dans l'huile de lin, par exemple, l'huile de colza, aussi l'huile de noix, et aussi de manière animale dans les poissons gras, notamment saumon,
Ils sont très importants pour réduire l'inflammation, abaisser la tension artérielle, réduire le risque de maladie cardiaque. C'est très très bon pour la santé. Dans notre alimentation moderne, on a tendance à avoir peu d'oméga 3. Donc je t'invite, si jamais ce n'est pas le cas, à consommer suffisamment d'oméga 3 chaque jour et à préférer les sources d'oméga 3 animales parce qu'elles sont un peu plus assimilables par le corps humain. C'est très important de consommer des oméga 3 parce que c'est des acides gras essentiels pour le corps humain, mais il ne les produit pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver des sources de façon externe pour le bon fonctionnement de notre santé. Il y a également les oméga 6. Les oméga 6 sont très utiles pour la croissance, le développement du cerveau, les membranes cellulaires. Il y en a un peu plus dans notre alimentation et certains sont considérés comme pro-inflammatoires. Donc l'idée c'est d'un peu de réduire ces oméga 6 qu'on peut trouver par exemple dans l'huile de tournesol, l'huile de maïs ou l'huile de soja pour favoriser les oméga 3. Un bon ratio c'est de 4 pour 1. 4 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. On a aussi des oméga 9, le corps peut les produire, lui, cette fois-ci. Très utile, très bon pour la santé, on peut les trouver notamment par exemple dans l'huile d'olive, les avocats, les noix ou les amandes. Et enfin, il y a les oméga 7 que tu peux trouver dans les noix de macadamia qui sont eux aussi très importants pour la santé. Donc bien être sûr d'avoir oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9 dans ton alimentation. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être acides gras saturés. Les acides gras saturés sont tous les acides qui, à température ambiante, ils sont solides, mais qui vont fondre quand on va les chauffer. Ils sont principalement dans les graisses animales, la viande, le lait, les fromages, et parfois dans certaines huiles végétales comme l'huile de coco ou l'huile de palme. On a traditionnellement associé les acides gras saturés à un grand taux de cholestérol qui serait négatif pour la santé. Ce n'est pas forcément le cas. Donc je t'invite à consommer aussi des acides gras saturés parce que le corps en a aussi besoin, tout autant que les autres. Donc consommer du beurre, du fromage, un peu de gras de viande, ce n'est pas du tout un problème. Quant aux quantités de gras que tu dois consommer par jour, les recommandations, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons que tu fais 50 kilos, il faut que tu consommes 50 grammes de graisse par jour. Et ce sera bon pour ta santé, pour ton équilibre psychique, interne, émotionnel. Deuxième grande source de macronutriments, ce sont les protéines. Les protéines, c'est quoi? Ce sont des acides aminés et ils sont responsables dans notre corps de la réparation, de la croissance des tissus, de la production d'enzymes, de la production de certaines hormones. Ça rejoue un rôle presque crucial dans tous les processus biologiques. Important de consommer parce qu'il existe en tout et pour tout 20 protéines, 20 types de protéines dans la nature et il y en a 8 qui sont essentiels pour notre fonctionnement parce que ces 8-là, on ne les produit pas de façon autonome. Donc il faut les trouver ailleurs. Il y a deux grands types de sources de protéines. Il y a les sources animales et les sources végétales. Les sources animales, ce sont par exemple les viandes ou les poissons. Et les sources végétales, tout ce qui va être légumineuses, soja, quinoa. Je te recommande personnellement de consommer tout autant l'un que l'autre. On est des animaux omnivores, on est capable de tout manger, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes. Donc je t'invite à consommer les deux, à privilégier quand même les sources de protéines animales parce qu'elles sont un peu plus assimilables par le corps humain et à privilégier certaines sources de protéines animales parmi ces protéines animales. Par exemple, si tu prends du bœuf de mauvaise qualité, qui n'est pas bio, qui par exemple le steak haché du McDonald's par exemple, ça risque de ne pas être excellent pour la santé. Parce que par exemple, en fait, les conditions d'élevage des animaux, ça va avoir un grand impact sur la qualité de la nourriture. Si ces vaches sont nourries avec des médicaments, des enzymes, et si elles sont nourries avec de l'herbe qui prend des pesticides, ça peut avoir un impact à court ou à long terme sur ta santé. Donc on veut éviter les viandes de mauvaise qualité. C'est pareil du coup pour le fromage. De la même manière pour le poisson, éviter certains poissons parce qu'ils contiennent énormément de mercure qu'on retrouve dans les océans à cause de la pollution globale. N'hésite pas à consommer des œufs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient véganes et qui ne le sont plus. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un régime qui est en fait très proche du véganisme, mais elles consomment tous les jours régulièrement des œufs. Les œufs ont un très bon profil pour les protéines et les gras, donc n'hésite pas à en consommer chaque jour. Ça peut être très 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 bon pour ta santé. Puisque dans les œufs, il y a en fait tous les protéines essentielles dont tu as besoin et que le corps ne produit pas par lui-même, justement.
La quantité de protéines à consommer, elle est très importante. La quantité de protéines à consommer, ça va être, dans les recommandations officielles, tu vas avoir 0,8 g par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais à peu près 50 kilos, ça va être à peu près 40 grammes de protéines. Très sincèrement, n'hésite pas à monter cet apport. Monte-le jusqu'à 1,5, 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est pas du tout un problème. Ça ne sera pas néfaste pour tes reins, au contraire. Tes reins, ils sont faits pour ça. Et ça va te permettre d'éviter d'avoir trop faim. Parce qu'en fait, les protéines, c'est quelque chose qui va couper la faim parce que ça va demander de découper chaque protéine pour que tu puisses les assimiler. Donc ça, c'est très important que tu puisses bien manger suffisamment de protéines. Je dirais que tu vois dans ton assiette, je t'avais dit au début, mets des légumes. Mais la deuxième chose que je te dis, c'est tu mets des légumes et à côté de ça, tu mets de la viande, des protéines. Enfin, les glucides, c'est notre principale source d'énergie. Il y a plusieurs types de glucides. En général, on les répartit en deux types, les glucides simples et les glucides complexes. Alors, les glucides simples, ça va être tout ce qui va être sucre, les sirops, les pâtisseries, etc. Et les glucides complexes, à savoir le riz, le quinoa, le blé, les patates douces et les légumineuses. Privilégier les sources de glucides complexes comme le riz brun par exemple. Quand tu vas consommer ce riz brun, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il soit bien fermenté. J'y reviens juste après. Quant à la quantité de glucides, je t'invite à le faire de façon modérée. Je t'invite le matin à ne pas consommer du glucide pour ne pas faire monter ton insuline et à consommer des glucides plutôt le soir. Le corps, il aime ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le fait que tout est à peu près au même état d'équilibre. Et dès que tu modifies l'équilibre, le corps il va absolument revenir à l'équilibre avant. Donc par exemple, si tu prends du sucre, ce qui va se passer, c'est que la quantité de sucre dans ton sang va monter. Et cette quantité de sucre dans ton sang qui monte, ton corps veut la faire redescendre immédiatement. Donc il va déclencher l'insuline qui va prendre le sucre et qui va le stocker quelque part. Et ça va faire que immédiatement ça va redescendre ton insuline. Et en fait, au moment où ça redescend, tu risques d'avoir un petit peu une perte d'énergie parce que ton organisme, il prend l'énergie qu'il a besoin pour pouvoir stocker cette nourriture. Donc tu risques un peu de perdre ton énergie. Et ça peut te rendre un petit peu fatigué. C'est pour ça que le matin, je ne te conseille pas de prendre des glucides. Par contre, prends-en le soir parce que justement, ça va te rendre un peu plus fatigué. Et donc ça va peut-être t'aider à bien dormir. En général, évite les glucides simples, raffinés, le pain blanc par exemple, les pâtes blanches, évite ça. Bien entendu, il faut voir de quel régime tu as besoin. Parce que si tu prends que des glucides complexes, par exemple des pâtes complètes, c'est un petit peu plus difficile à digérer et ça peut t'occasionner certains problèmes. Donc à voir en fonction de l'état de santé dans lequel tu te trouves. On a parlé des premiers grands types, les macronutriments, ce qu'on a besoin en grande quantité. Maintenant, on va parler des micronutriments, ce qu'on a besoin en très petite quantité, mais qui est très important. Parmi les micronutriments, il y a deux grands types. Il y a ce qu'on va appeler les vitamines et les minéraux et les oligo-éléments. Alors les vitamines, c'est quoi? Les vitamines sont classées comme matière organique parce qu'elles contiennent du carbone et elles sont produites par d'autres êtres vivants, comme les plantes, les animaux, les micro-organismes. Deux grands types de vitamines. Il y a les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles, ce sont les vitamines qui sont solubles dans l'eau, ça veut dire qu'elles peuvent disparaître dans l'eau. Alors les vitamines ne sont pas stockées dans l'organisme. Elles doivent donc être consommées régulièrement. Hydrosolubles incluent les vitamines du groupe B et du groupe C. Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Et elles ont toutes des rôles importants dans le corps. Donc ce qu'on veut faire, c'est consommer suffisamment varié pour être sûr d'avoir ces vitamines. Et consommer suffisamment de légumes pour être sûr d'avoir ces vitamines. Petit focus sur deux vitamines, la vitamine C et la vitamine B12. La vitamine B12, on en parle beaucoup parce que c'est une vitamine qui ne se trouve pas à l'état végétal ou alors de manière beaucoup plus difficile à digérer. Pour consommer et avoir ces vitamines B12, il faudrait le sang. C'est ça qu'elle est hydrosoluble parce que le sang, c'est principalement de l'eau. Et elle se trouve dans le sang des animaux comme le bœuf, par exemple, ou le veau. C'est pas du tout idiot, une fois par semaine, d'aller chez un boucher de qualité, de prendre de la viande, de la faire frire un tout petit peu et de la manger quand elle est encore saignante. C'est une façon d'obtenir sa vitamine B12. La vitamine C, j'ajoute une petite chose, c'est que la vitamine C, elle est très importante pour le système immunitaire, pour la santé de la peau, etc. Tu peux la trouver dans les agrumes, dans les fraises, dans les poivrons, dans les brocolis, dans les kiwis. La vitamine C, c'était une vitamine, si tu n'en as pas, ça pouvait entraîner le scorbut, faiblesse, douleur articulaire, saignement des gencives.
C'était une maladie que les capitaines de bateau ils avaient souvent, parce qu'en fait ils n'avaient pas de vitamines et de minéraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est rendu compte que c'était dans ces fruits et des légumes qu'il y avait de la vitamine C. Et ce qu'ils faisaient, c'est que certains étaient assez intelligents pour conserver les fruits et légumes le plus longtemps possible. Ils les mettaient dans des tiroirs au milieu des rats qui étaient sur le bateau. Et puis ils mangeaient comme ça la pomme en ayant mal aux dents, à la lèvre, à la bouche. Mais c'était un petit peu la seule façon de limiter au maximum les effets du scorbut. Le deuxième grand type de vitamines sont les vitamines liposolubles. Ça veut dire qu'elles sont solubles dans les graisses. Il y a les vitamines A, D, E et K. La vitamine A essentielle pour le système immunitaire, pour la santé de la peau. Les vitamines D essentielles pour les os, les dents. La vitamine E, antioxydant, très très importante. Je veux faire un petit focus sur la vitamine D. La vitamine D, elle a une particularité, c'est qu'on ne peut l'absorber, l'avoir que si on s'expose au soleil. C'est la seule façon d'avoir cette vitamine D de manière vraiment satisfaisante. On peut la trouver dans les sources de poissons, etc., dans les poissons gras, dans l'huile de foie de morue, mais la seule façon de l'avoir de manière satisfaisante, c'est d'aller s'exposer au soleil. Donc si tu veux être en bonne santé et avoir tout ce qu'il faut dans ton alimentation, tu dois t'exposer à la lumière du soleil. Je t'invite à t'exposer à midi parce que c'est là qu'il y a le plus grand pic, et pour la production de vitamine D soit suffisante, on estime que autour de 15 minutes par jour, c'est suffisant. Si tu as la peau blanche, si tu as la peau noire, ça va être plutôt autour de 30 minutes. Puisque la peau blanche et la peau noire, c'est deux types de peau où l'une, elle va avoir moins de mélanine. Et la mélanine, en fait, c'est un pigment de la peau qui permet de réduire ou non justement l'absorption des UV à partir desquels tu vas synthétiser la vitamine D. Et comme les populations qui vivent près des tropiques, donc au milieu de la Terre, ils sont exposés beaucoup plus au soleil, ils ont une peau qui est beaucoup plus foncée parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de la vitamine D et de la synthétiser de manière très efficiente. Alors que quand tu vis plutôt au nord ou au sud de l'équateur, ta peau est plutôt blanche parce que tu as besoin, parce qu'il y a moins de rayons du soleil, notamment en hiver, et donc tu as plus besoin d'accéder à la vitamine D de façon rapide. Donc important d'accéder à la vitamine D, notamment en s'exposant à la lumière du soleil. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être oligo-éléments et minéraux. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que eux, ce sont des micronutriments, donc quand on a besoin en petite quantité, mais qui ne sont pas organiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas produits par des êtres vivants. On peut en trouver dans les roches, dans l'eau, dans les sols, et ils sont produits par des organismes non vivants. Il y en a deux grands types majeurs. Il y a tout ce qui va être calcium, magnésium, phosphore, potassium, sodium. Tout ça, ça va être les minéraux. Et il va y avoir tous les oligo-éléments. Les oligo-éléments, ça va être plutôt le fer, le zinc, l'iode, le sélénium, la manganèse, etc., et le cuivre. Et tout ça, ça va être très important de les avoir en bonne quantité. Donc pour être sûr que tu les as en bonne quantité, il faut que tu fasses, s'il n'y a pas de choix, il faut que tu ailles faire une prise de sang. Ça peut être une possibilité pour être sûr de savoir si tu en as assez ou pas. Sinon, si tu es heureux toute la journée, normalement, tu en as assez. La différence entre minéraux et oligo-éléments, très simple, c'est qu'en fait les minéraux, tu en as besoin en plus grande quantité que les oligo-éléments. En général, les minéraux, tu en as besoin plusieurs centaines de milligrammes par jour, alors que les oligo-éléments, ça va être moins de quelques milligrammes par jour. Alors où est-ce qu'on va trouver toutes ces sources de micronutriments? Je vais d'abord commencer par le calcium. Alors le calcium, je vais en dire un mot d'ailleurs, le calcium. Il y a cette idée qu'on serait tous carencés en calcium. Le calcium, c'est peut-être le minéral qui se trouve le plus présent partout. Si tu manges des brocolis, normalement tu as suffisamment de calcium. Il n'y a pas besoin de consommer des produits laitiers pour obtenir ton calcium. C'est un mensonge en fait tout simplement de l'industrie laitière qui veut faire consommer un maximum de produits laitiers. C'est vrai que dans les produits laitiers, tu as du calcium, mais c'est pas parce que tu vas pas consommer de produits laitiers que tu n'auras pas suffisamment de calcium. Le calcium, si tu manges une alimentation équilibrée et variée, tu en auras. Et tu manges suffisamment de légumes, tu en auras. Ils seront là. Je vais parler du magnésium aussi. Alors le magnésium, c'est très important, surtout si tu fais du sport. Si tu fais du sport, tu es probablement potentiellement carencé en magnésium, donc il faut que tu en manges suffisamment. Le magnésium, tu vas en avoir dans le chocolat noir, tu vas en avoir dans les céréales, dans les noix, dans les graines, dans les bananes. Le phosphore, très important pour les dents, pour les os en général, si on n'est pas trop carencé là-dedans. Le potassium, pommes de terre, épinards, avocats, haricots. Le sodium, bon, le sodium c'est du sel, donc en général on n'est pas carencé en sodium, il y en a partout. Il suffit que tu aies une alimentation un peu riche en, par exemple si tu manges des viennoiseries, c'est bon, tu as assez de sel. Si tu manges des sandwichs le matin, tu as assez de sel, il n'y a pas de problème.
Ensuite, le fer. Le fer, c'est très important. Alors, le fer, c'est la même chose un peu que la vitamine B12. Tu peux l'obtenir dans le sang des animaux. Donc, réfère-toi à ce que j'ai dit sur la vitamine B12. Le zinc, tu vas les avoir dans les crustacés. Donc, ça serait pas mal si tu pouvais manger tous les jours un petit peu de moule. Là, tu as vraiment tes besoins en zinc qui seront comblés. Éventuellement dans les graines de citrouille, mais il y en a, c'est un peu moins assimilable forcément. L'iode, qui est très important aussi. Alors, l'iode, c'est un micronutriment dont tu as besoin si tu vis en montagne. Si tu vis en montagne, il est possible que tu sois carencé en iode parce que ton corps va en consommer plus que d'habitude que si tu vis au niveau de la mer. Moi, je sais que je mange tous les jours un petit peu des algues, donc voilà, tu auras suffisamment d'iode. Je sais aussi qu'il y a des sels qui sont ajoutés, on met de l'iode dedans. À voir si tu en as besoin forcément. Regarde si tu en as besoin, pas besoin de faire un écart trop grand. Sélénium, très important. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu manges tes œufs et le gras, le jaune des œufs, tu le gardes. Tu auras ta quantité de sélénium dont tu as besoin. Et aussi, tu manges quelques noix du Brésil qui sont riches en sélénium. Normalement, ça devrait le faire. En mangeant pas beaucoup parce que c'est très calorique. Tu en manges 5 par jour, ce sera parfait. Le cuivre aussi, excellent. Tu peux les avoir dans les abats. Dans certaines noix, les graines, encore une fois, les fruits de mer. Et le manganèse, tu vas les avoir. Tu vas l'obtenir dans les céréales complètes, les épinards, le thé. Ça peut être très intéressant aussi. Le manganèse, c'est pour la formation des os, métabolisme des glucides et des lipides. Si jamais tu as peur d'être carencé dans tous ces oligo-éléments, dans les oligo-éléments et les minéraux, je te conseille un petit peu la meilleure façon, c'est pas de prendre des compléments de pilules, des multivitamines, etc. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter ce qu'on va appeler l'eau de mer. C'est le plasma de Quinton. L'eau de mer, le plasma de Quinton, c'est la meilleure chose pour être sûr de ne pas avoir de carence en minéraux. Dans l'eau de mer, il y a tous les minéraux dont tu as besoin, qui n'ont pas été produits du coup par les animaux, par les êtres vivants, okay, comme la vitamine D ou la vitamine A, etc., que j'ai vu juste avant. Donc ça, c'est produit par la mer en fait. Et la mer va nous donner, elle contient en fait tous les oligo-éléments et les minéraux dont tu as besoin. Comment on a su ça? C'était justement René Quinton. Il a démontré qu'il a pris tout le sang d'un chien. Et ensuite, c'était au 19e siècle, donc les expériences sur les animaux, c'était beaucoup plus fréquent. Il a pris tout le sang d'un chien, et ensuite, il a mis à la place du sang, il a mis l'eau de mer directement, et le chien était parfaitement en vie. C'était pas optimal du tout, mais il était parfaitement en vie. Et il s'est rendu compte qu'en fait, dans l'océan, il y a suffisamment ça. Et donc, dans le plasma de Quinton, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'eau de mer. Ils vont pas prendre. Si tu prends de l'eau de mer comme ça et que tu bois, ça va pas être bon du tout. D'accord? Faut pas faire ça. Faut attendre qu'elle soit microfiltrée à froid. Donc, pour éviter tous les problèmes et tout ce qu'il y a dans la mer, que tu ne peux pas boire comme ça, c'est très dangereux. Donc, prendre ce plasma de Quinton, qui c'est de l'eau de mer microfiltrée à froid, qui est excellent pour la santé. Tu vas ensuite le mettre dans ta bouche et tu vas pas boire directement. Tu vas faire comme ça pendant 30 secondes à 3 minutes. Et ensuite, tu vas avaler. Et à ce moment-là, ton corps va avoir le temps d'absorber un petit peu ces minéraux. Je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment un game changer. Tu vois, si tu as la bouche sèche, ça va peut-être dire que tu es en train de manquer de micronutriments. Donc, ça peut être super bien de prendre cette eau de mer-là. Je sais qu'il y a des personnes à qui j'ai conseillé ça. Et dès qu'elles ont mis ça dans leur bouche, automatiquement, voilà, la sensation d'avoir soif avait disparu. Donc ça peut être vraiment très bien. Personnellement, quand je consomme ce plasma de Quinton, très sincèrement, pour moi, ça ne disparaît pas. Donc peut-être que je suis carencé en d'autres micronutriments, peut-être des vitamines. D'autres personnes qui vont vous vendre de l'eau un petit peu, où on va mettre de l'eau, en fait, où on vend justement ces minéraux dans de l'eau avec des barres solubles, etc. Acheter du plasma de Quinton, c'est mieux. Le plus important, c'était avoir suffisamment de glucides, avoir suffisamment de lipides, avoir suffisamment de protéines, avoir ces bons apports en micronutriments. Déjà, si vous faites ça, ça sera déjà une grande partie du boulot réalisé. On va se concentrer sur des questions relatives justement à ces aliments. D'abord, première question, le timing des aliments. Est-ce que c'est important de savoir quand est-ce qu'on va manger? C'est très important de savoir quand est-ce que tu vas manger. La première chose à dire, c'est que le timing de ton alimentation est très important. Qu'est-ce que ça veut dire le timing de ton alimentation? C'est la première et la règle la plus importante. Respecte des timings, des cycles réguliers d'alimentation. Si tu te lèves le matin et que tu manges un petit déjeuner, par exemple, je t'invite à le manger toujours à la même heure. Parce qu'en fait, ça va habituer ton corps à savoir que, ok, à ce moment-là, il faut que je produise les bonnes enzymes pour bien digérer, puisque je mange en général à cette heure-ci, donc je vais produire ces enzymes, je vais donner faim, et ensuite je vais bien manger, et ensuite je n'aurai pas envie de manger ailleurs.
Parce qu'en fait, si tu commences à manger à 14 heures, puis le lendemain à 16 heures, puis après à 15 heures, puis après à 1 heure, puis après à midi, ton corps, il sait plus quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut pas manger, et c'est pas du tout optimal pour lui. Et il va avoir envie de grignoter. Grignoter, c'est extrêmement néfaste pour la santé, donc on veut éviter de grignoter trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout grignoter, mais on veut éviter de s'ouvrir l'estomac pour rien, entre guillemets. Est-ce que c'est un impact de manger avant de dormir, au petit déjeuner, à midi, etc. Est-ce qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner? Si tu veux maximiser la production de testostérone, oui. Sinon, c'est pas forcément le moment où tu dois manger un repas nécessairement. Personnellement, j'ai pas mangé petit déjeuner pendant des années, et désormais je le fais, je me sens mieux. Voilà, c'est une impression personnelle, c'est comme ça que je vous dis. À voir, à vous en fonction de ce que vous faites, mais c'est pas nécessairement le repas le plus important de la journée, vous n'êtes pas obligé de vous envoyer un petit déjeuner nécessairement. Deuxièmement, est-ce que c'est important de manger ou pas le soir? Est-ce que c'est dangereux, etc. ou pas? Globalement, si vous mangez énormément le soir, ça va avoir un impact sur votre sommeil et on revient à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Donc on voudra éviter d'impacter trop notre sommeil et de lui causer une moins bonne récupération alors que notre corps est occupé à digérer. Donc l'idéal absolu en fait, c'est de ne pas manger le soir afin que le sommeil soit optimisé et optimal. Si vous ne pouvez pas faire ça et que vous devez manger le soir, faites un repas plutôt léger. Et ajoutez certains aliments qui peuvent vous aider à bien dormir. Par exemple, un peu de magnésium, ce qui va être L-tryptophane que tu peux trouver dans les œufs. Ça peut vraiment te relaxer et t'aider à dormir. Troisième grande sous-partie dans cette question du timing des aliments, le jeûne intermittent et le jeûne. Alors, c'est un topic, c'est une question que je réglerai peut-être dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais je vais dire ici le plus important. Pour quelqu'un qui a pratiqué le jeûne intermittent pendant des années, sec, hydrique, j'ai vraiment expérimenté le jeûne. Le jeûne intermittent n'est pas la solution miracle si tu cherches une façon de perdre du poids. Le jeûne intermittent n'est pas non plus la solution miracle si tu cherches à être en bonne santé. Si pour toi le jeûne intermittent est une pratique confortable qui t'apporte des bienfaits et des bénéfices et que tu respectes la règle de l'excédent calorique, je t'invite à continuer. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de te lancer là-dedans. C'est pas parce que tu fais du jeûne que tu vas forcément être en meilleure santé. Et au contraire, ça peut être même néfaste pour toi. Surtout si tu es une femme. Donc, fais bien attention et renseigne-toi énormément là-dessus. Quand tu jeûnes, en fait, tu n'as qu'une partie de la solution. Parce qu'il y a des gens qui se sentent extrêmement bien quand ils jeûnent. Parce qu'ils ont enlevé des formes d'inflammation, de mauvaise nourriture. Et l'estomac et le corps n'en a pas et donc ils se sentent super boostés. C'est vrai, c'est bien. Mais c'est la moitié de la solution parce que tu ne peux pas vivre sans manger. Donc, si tu ne peux pas vivre sans manger, il va falloir que tu manges des choses saines et qui sont bonnes. Et c'est pas en privant nécessairement cette sauce de nourriture que tu vas aller mieux. Maintenant, on va s'intéresser à la façon de cuisiner les aliments. Première chose, ajoute de la lactofermentation dans tes repas. La lactofermentation, c'est quoi? C'est quand tu vas mettre tes légumes à tremper quelque part, quelques jours, et ensuite tu manges. Ça, c'est extrêmement bon pour la santé. Il va y avoir beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus de micronutriments qui vont être développés. C'est très très bon. La choucroute, le kéfir, c'est super bon pour la santé, la digestion, la santé intestinale, c'est excellent pour le microbiote, pour les intestins. Donc fais plus d'alimentation lactofermentée, on n'en fait pas beaucoup. Deuxième règle, limiter la cuisson à haute température. On veut éviter les fritures, les grillages intenses, parce que c'est pas forcément optimal pour la santé. Parce que par exemple ça te fait perdre des micronutriments, et parce que aussi ça peut faire créer par exemple les barbecues, c'est reconnu comme nocif, les grillades c'est reconnu comme nocif pour la santé, donc on voudra éviter ça. Si tu veux faire cuire tes aliments, tes légumes, etc., le mieux, en fait, si tu veux avoir tous les micronutriments, c'est pas les cuire. Voilà, donc il ne faut pas que tu cuises tes légumes. Maintenant, le truc, c'est que si jamais tu ne cuis pas tes légumes, après, c'est plus difficile à absorber. Parce qu'en fait, la cuisson, c'est une prédigestion. C'est plus facile pour ton corps de manger ce que tu vas cuire. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Ce que je te recommande, le meilleur des mondes, c'est ce qu'on appelle le vitaliseur. Le vitaliseur, en fait, c'est une façon de cuire tes aliments à la vapeur et ça élimine certains pesticides qui pourraient se trouver dans ton aliment. Donc, si tu n'as pas de vitaliseur, parce que ça c'est pas forcément pour toutes les bourses, si tu n'as pas de vitaliseur, fais tout cuire à la vapeur. C'est la meilleure façon de cuire.
Si tu as besoin de faire cuire quelque chose, fais-le à la vapeur pour tout ce que tu vas cuire. Bien sûr, ne t'interdis pas de faire des cuissons de friture. C'est pas du tout un problème. Si jamais tu fais des cuissons de friture, deux choses. Un, utilise des bonnes graisses, c'est-à-dire des graisses qui vont avoir un point de fumée très haut. Le point de fumée des graisses, c'est qu'en gros, tu dénatures et tu rends la graisse un peu plus nocive pour ton corps si jamais tu la fais cuire au-delà de son point de fumée. Et en fait, en fonction des graisses, il est plus ou moins haut. Par exemple, le beurre, le point de fumée est assez bas. Je crois que c'est autour de 90 degrés. Et donc, si tu vois que ton beurre il a bruni, c'est qu'il a peut-être perdu certaines qualités, certains nutriments, un gras qui serait peut-être un peu plus nocif pour ta santé. Donc, si tu veux être sûr d'avoir la meilleure huile pour cuire, il y a deux choses avec lesquelles tu peux cuire à fond et faire des fritures. C'est le ghee, qui est un beurre clarifié. Le ghee, c'est la meilleure façon de cuire avec un gros point de fumée. Donc, pour faire ton ghee, c'est assez simple. Tu prends du beurre et tu le fais cuire très lentement et tu enlèves l'écume. Et voilà, tu as ton ghee. Et c'est très bon pour la santé. C'est quelque chose que font les Indiens de manière régulière. Consomment principalement du ghee. Et si jamais tu n'as pas de ghee, tu n'as pas envie de faire de ghee, prends de l'huile de coco. Le point de fumée est énorme. Si jamais tu as un problème avec l'huile de coco et avec ce goût de coco, prends de l'huile de coco désodorisée. Normalement, tu ne vas rien sentir. Et lorsque tu fais cuire, fais attention à la poêle que tu utilises. Il y a des agents cancérigènes sur certains poêles, certains revêtements. Donc, je t'invite à prendre des poêles où tu es sûr qu'il n'y a pas de revêtement qui pourrait altérer la poêle, donc en acier, en inox. Là, c'est les meilleures poêles. Elles sont un peu plus lourdes, mais au niveau de la cuisson, elles sont meilleures. Certains aliments à éviter. Je voudrais adresser d'abord la question du gluten. Est-ce que oui ou non, il faut prendre du gluten? Alors, le gluten, c'est une protéine qui se trouve dans certaines céréales, notamment les céréales de blé, dans les pâtes, par exemple. En fait, le gluten, c'est à peu près partout aujourd'hui. Les pâtes, le pain, il y a du gluten. Bon, il y a 1% de la population qui est intolérante au gluten. Ils ont ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Donc, ces personnes-là, il faut absolument pas qu'elles prennent de gluten. Alors le gluten, c'est hyper controversé. Est-ce qu'il faut en prendre, qu'il ne faut pas en prendre? Moi, je te recommande de limiter le gluten. Si tu peux limiter le gluten, il est possible que ça puisse régler certains de tes problèmes de digestion. Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus s'interdire de prendre du gluten parce que c'est du gluten et que c'est pas bon pour la santé. Il faut aussi que ton corps soit capable de tout manger. Donc, de temps en temps, prendre du gluten n'est pas un problème. Évite les gros poissons. Évite les requins, les thons, le saumon. Ce sont de gros poissons. Et en fait, les gros poissons, ils ont beaucoup de mercure et ils ont pris tous les petits poissons et ils ont consommé beaucoup, parfois, de plastique, de déchets qui se trouvent dans l'océan. Donc on veut éviter les gros poissons une fois par semaine maximum. À la place, si tu veux consommer du poisson, prends des petits poissons qui, eux, se nourrissent de plancton. Et donc c'est beaucoup plus facile pour ces petits poissons d'être sains, comme les crevettes par exemple. N'hésite pas à en prendre. Les légumineuses. Si jamais tu manges du riz, des lentilles, des pois chiches, du quinoa, il faut les tremper. Il faut les faire tremper. Alors, ça dépend de la légumineuse que tu as. Par exemple, si tu prends du riz brun, c'est hyper important de le faire tremper. Si tu prends du riz blanc, ça ne sert à rien du tout. Puisqu'il y a pu avoir l'enveloppe protectrice. Alors, de quoi je parle? En fait, dans les légumineuses, il y a de l'acide phytique. L'acide phytique, c'est quoi? Chaque plante, ils ont un moyen de protéger les micronutriments. Donc les plantes aussi, elles ont des vitamines et des minéraux à l'intérieur, donc elles ont besoin pour se nourrir. Et en fait, elles ont ces vitamines et ces minéraux dans cette enveloppe qui s'appelle l'acide phytique. Le truc, c'est que l'acide phytique, si jamais tu manges ces plantes, tu vas le manger et il va bloquer aussi ton propre absorption de micronutriments. C'est pour ça qu'avant de prendre une légumineuse, par exemple les pois chiches, il faut les faire tremper. Parce qu'en fait, si tu les fais tremper, tu évacues cet acide phytique en partie et ça te permet d'avoir tous les micronutriments disponibles qui seront à l'intérieur de ces aliments et tu vas pouvoir les manger. Donc par exemple, imagine que tu manges, je sais pas moi, de l'avoine, ok, et que c'est pas sans gluten et que tu en manges plein et qu'après tu prends ta vitamine de magnésium, il est possible qu'en fait le magnésium soit légèrement, la quantité de magnésium dans cet complément alimentaire soit légèrement baissée. Donc on veut éviter ça. Petit spoiler, ne consomme pas de lait végétal. Si tu consommes du lait végétal, que ce soit soja, avoine, amande, il va y avoir de l'acide phytique dedans. Donc avant de consommer des amandes par exemple, il faut enlever absolument, faut prendre des amandes qui sont complètes, tu les fais tremper une nuit, tu enlèves la peau et là tu peux les manger, là elles sont digestes. Sinon elles vont bloquer l'absorption de tes micronutriments. C'est d'ailleurs pour ça que on a retrouvé des carences, des personnes qui
quand on a commencé à faire du blé, etc., à se nourrir de légumineuses, pour la première fois, les archéologues ont retrouvé des squelettes, des personnes mortes avec des dents qui avaient des caries parce qu'ils avaient manqué de micronutriments. Donc il faut faire tremper. Pour faire tremper, tu mets de l'eau, un petit peu de bicarbonate de soude, un tout petit peu de citron et tu fais ça à 24 à 48 heures. Et si le germe commence à apparaître, là c'est parfait. Le riz brun, 48 heures, là il est très bon. C'est pas la peine de faire tremper tes lentilles rouges. Là en fait, justement, l'acide phytique n'est plus là. Donc ça sert à rien. Pareil pour le riz blanc. Le riz blanc, il n'y a que la céréale, il n'y a plus la protection autour. Donc c'est pas la peine de les faire tremper. Je vais parler de l'alcool. L'alcool, c'est nocif quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je dirais. L'alcool, c'est nocif quoi qu'il arrive. Donc on veut éviter à tout prix la consommation d'alcool, quelle que soit sa source. Le verre de vin qui contiendrait des choses bonnes comme pour la santé, comme des polyphénols, c'est vrai, mais tu peux le trouver ailleurs, et parce que l'alcool va avoir un effet néfaste sur ton corps de manière globale, donc on veut éviter absolument l'alcool. Si jamais tu as l'alcool, c'est un vrai problème de santé publique, c'est une des premières addictions, je crois, parmi les sources d'addiction. Il me semble qu'il y a plus d'alcooliques que de personnes qui sont accros à la cocaïne. Donc on voudrait éviter l'alcool. Si tu as des problèmes d'alcool spécifiquement, là, voir une autre vidéo pour se débarrasser de tout ce qui est addiction. C'est quoi une addiction à l'alcool? Ça serait si tu en consommes tous les jours. Voilà. Ou si tu en consommes plus de 4 fois par semaine, c'est néfaste. Si jamais tu as envie d'alcool et que tu peux pas t'en passer, moi ce que je te conseille, c'est de prendre des boissons sans alcool. Voilà, tout simplement. S'il y a écrit sans alcool, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'alcool. Si tu veux être sûr qu'il n'y a pas d'alcool, il faut que ce soit marqué 0,0% d'alcool. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'alcool, parce que si c'est marqué sans alcool, il peut y avoir en dessous de 0,5% d'alcool. Ça peut être pas mal de prendre ces boissons sans alcool si tu as envie d'alcool. Ça peut être un bon substitut, une bonne alternative. Par exemple, c'est l'été, il fait chaud, tu as envie de boire un truc, de te faire plaisir. Tu vois, tu prends la bière sans alcool. Voilà, c'est parfait. Une espèce de regard social si jamais tu prends la bière sans alcool. Moi, j'ai envie de te dire, si les gens te regardent parce que tu bois de l'alcool, moi, je ne me poserai pas trop de questions pour toi. Je me poserai plutôt des questions pour ceux qui te posent la question justement pourquoi tu bois de la bière sans alcool. Je vais faire un dernier sort à un aliment qui s'appelle le lait. Alors, le lait, c'est extrêmement compliqué. Il y a des débats dans tous les sens. Évite de consommer du lait, c'est pas utile. Voilà, si tu veux consommer quelque chose, consomme plutôt des fromages. Ce sera beaucoup plus assimilable par ton corps. Et privilégie les sources de produits laitiers qui viennent des chèvres plutôt que de la vache. Parce que les protéines de la vache, c'est ce qu'on appelle la protéine A1. Et en fait, cette protéine-là, elle est difficile à digérer pour l'organisme, pour le corps humain. Plus le fromage est dur, en fait, plus cette protéine a été prédécoupée, prédigérée. Donc si tu veux des fromages à pâte dure, c'est un petit peu mieux que les fromages à pâte molle. Par exemple, quand ça a été fermenté pendant 12 mois, comme c'est le cas du parmesan, c'est un peu moins néfaste que du lait. Parce que là, le lait, la protéine, elle est vraiment pure. Elle est faite pour le veau et c'est peut-être pas forcément le plus optimal pour toi. Le seul lait qui est ok, c'est le lait de coco. Parce que comme je t'ai dit, les autres laits, ils ont de l'acide phytique dedans, le lait de soja, le lait d'avoine, etc. Donc il ne faut pas les consommer. Sauf si ton lait d'avoine, c'est marqué sur la boîte que l'avoine est fermentée. Parce que là, du coup, il y aura moins d'acide phytique dedans. Je vais parler des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est pas nécessaire. Ça peut être intéressant, important. Et il est possible qu'en fait, dans les fruits et les légumes, il y a des choses qu'on découvre encore aujourd'hui. Donc le fait de se complémenter, c'est pas forcément la meilleure façon de prendre ces vitamines et ces micronutriments. Parce qu'en fait, il y a parfois des synergies entre les micronutriments. Par exemple, je dis une bêtise, mais c'est pour l'exemple. La vitamine C, tu as besoin du fer en même temps pour bien l'assimiler. Ou le calcium, ou un des deux, je ne sais plus. Et donc, il vaut mieux les prendre en synergie. Parce que si tu prends l'un en excès, ça peut être néfaste aussi. Il ne faut pas prendre les minéraux, les vitamines et les minéraux en excès. Parce que ça peut créer des problèmes. Donc on veut être sûr de bien se complémenter. Donc là, c'est pour ça que je t'invite à aller voir un nutritionniste, à faire un profil complet de ce que tu as besoin pour être sûr de ce que tu es en carence et de ce que tu n'es pas en carence et ensuite que tu peux corriger ça. Il y a quelques compléments alimentaires que par contre, je t'invite à prendre, si on peut appeler ça complément alimentaire. Prends de l'huile de foie de morue fermentée. Elle est encore mieux que l'huile de foie de morue normale. L'huile de foie de morue fermentée, c'est vraiment le top du top pour être sûr d'avoir un petit peu de vitamine D pendant l'hiver et d'avoir de bons oméga 3. Maintenant, je vais parler
du mindset alimentaire. L'état d'esprit alimentaire, il y a 2-3 règles importantes à comprendre. 1. Ça ne sert à rien de diaboliser certains aliments. Le bon et le mauvais n'existent pas dans la nature. C'est l'homme qui interprète si tel ou tel acte est bon ou mauvais. Les aliments, par essence, ne sont pas bons ou mauvais. C'est pas la peine de te dire quand tu manges un burger, ah c'est mauvais pour la santé, ah je vais prendre du poids. Non. D'ailleurs, il y a des études psychologiques qui montrent que si jamais tu penses qu'à cause de cet aliment tu vas prendre du poids, ton corps a plus tendance à stocker que lorsque tu penses lorsque tu es neutre par rapport à ça. Donc la façon dont tu manges, la façon dont tu penses ta nourriture a un grand impact sur la nourriture que tu pars pas du principe qu'il y a des mauvais et des bons aliments, pars du principe que toi tu te nourris de bons aliments. Il y a un rapport à l'identité à avoir. Toi tu es quelqu'un qui se nourrit bien. D'accord ? Toi tu es une bonne personne, tu te nourris bien. Si tu regardes cette vidéo et que tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu cherches le mieux pour toi, pour ta santé, pour tes enfants, pour ta famille, pour les gens qui t'entourent. Donc toi tu ne manges pas de fast-food, tu ne vas pas au McDo. Tu ne vas pas dans les grandes enseignes qui sont néfastes pour ta santé à long terme. Donc toi, ton identité, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé. Si tu prends soin de sa santé, tu consommes de la bonne façon tes aliments. Le pouvoir de l'identité, c'est un pouvoir qui fait que si tu sais que toi, tu ne manges pas de frites, par exemple, avec des burgers, ben, tu n'en manges pas, c'est tout. Même si tu as envie d'en manger, tu n'en manges pas. Point barre. C'est comme les personnes sportives, même si tu n'as pas envie de faire du sport, bah, tu sais qu'il faut y aller à un moment donné et tu vas y aller. Donc toi tu vas pas manger, toi tu vas manger à la place un petit légume avec une petite source de protéines. Troisième règle, manger lentement à satiété, ça c'est hyper important, c'est un petit game changer, faut mâcher. Certaines personnes disent au moins 37 fois, moi je te dis va jusqu'à 220 si tu as besoin. Parfois je vais jusqu'à 220 fois, je mâche. Le bon signe c'est quand la nourriture c'est une pâte dans ta bouche, là c'est bon, là tu peux envoyer dans ton aliment. Dans ton estomac, ça va être très bien déjà, donc c'est très important de manger très lentement à satiété, de ne pas avoir pendant que tu manges de vidéos, etc. Je sais que c'est... Moi aussi, je fais cette erreur parfois, je regarde des vidéos quand je mange. Si je mange, j'essaie de regarder juste un podcast, donc d'écouter. Donc ça permet d'être plus présent à la nourriture. Et le mieux, c'est de manger quelqu'un que t'aimes. Voilà, c'est le mieux. Si jamais tu peux manger en conscience, j'avais fait un défi où j'ai mangé un mois en conscience. Je peux te dire que l'aliment n'a pas le même goût quand tu manges en conscience que quand tu ne manges pas en conscience. Si tu as écouté tous ces conseils-là, tu peux aller un petit peu plus loin, entre guillemets. Un petit peu plus loin parce que ça, c'est une autre... ça va être la qualité de ce que tu vas mettre dans ta bouche. Encore une fois, si tu n'as pas fait tout ce que je t'ai dit avant, ça ne sert à rien de faire ce conseil-là. Alors, globalement, il faut mieux manger bio. Voilà. C'est le conseil global qui est vrai. Et je vais être plus précis. Globalement, il faut mieux manger bio, local, de saison. Si tu manges bio, local, de saison, c'est mieux. Alors, ça ne résout pas certains problèmes écologiques. Si jamais tu fais ça pour des problèmes écologiques, si tout le monde mangeait bio, local, de saison, le marché ne pourrait pas y arriver. Ce ne serait pas possible. Les petits producteurs ne pourraient pas assurer pour la demande. Pour le nombre d'êtres humains qui est sur Terre, on a besoin de pesticides et d'agriculture à grande échelle. Sinon, on ne pourrait pas tous vivre. On est le résultat de l'agriculture à grande échelle. Mais si toi, tu es une personne bonne, intelligente et qui a les moyens, donc tu peux chercher à te nourrir de la meilleure façon avec des aliments, des produits peu raffinés, des aliments bio, locaux, de saison. Voilà, tu peux te faire un petit tableau avec les fruits et légumes à manger dans cette saison, avoir un petit producteur, que ce soit pour la viande ou pour les légumes. Faut-il être vegan, oui ou non, par rapport à la nourriture? Je pense sincèrement que c'est pas utile. Je pense que ça peut être même délétère pour la santé si tu ne fais pas ça de la bonne façon et de façon correcte. Maintenant, si tu as envie d'expérimenter certains régimes, j'ai envie de te dire, fais-le, vas-y à fond. C'est très important d'expérimenter des régimes. Fais des diètes carnivores, cétogènes, fais des jeûnes intermittents, fais des jeûnes tout court, fais des régimes mono-alimentaires. Vas-y. Essaye, teste et vois ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi. Ce qui est bien en alimentation, c'est qu'au début, tu vois, en fait, on fait plein de tests et puis ensuite, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller dans certains extrêmes pour pouvoir être en bonne santé. Vegan, c'est très bien un certain temps, mais sur le long terme, je ne sais pas si c'est valide. Pareil, carnivore, c'est très bien un certain temps, mais est-ce que c'est valable sur le long terme? À voir. J'ai été végétarien pendant 6 mois et là, maintenant, je suis omnivore et c'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je donne ensuite quelques exemples de ce que je pourrais manger, de types de repas à la fois où tu te fais un peu plaisir et tu essaies de manger le mieux possible. Alors le matin, en général, je me lève, je mange des œufs avec des légumes et
des noix du Brésil, puis je prends une cuillère d'huile d'olive qui est riche en polyphénol. Pour savoir si ton huile d'olive est riche en polyphénol, il faut que quand tu la bois, il faut que ça te brûle la gorge. Si ça te brûle pas la gorge, ton huile d'olive n'est pas de bonne qualité. Donc débrouille-toi pour trouver une huile d'olive qui te brûle la gorge. C'est tout ce que je peux te dire. Ce que je fais, c'est que je prends des œufs, je prends des blancs d'œufs plein air et je les mixe. Je prends un œuf, je le casse, je mets des blancs d'œufs, j'en mets 3 et ensuite je mets juste un œuf à la poêle. Pour les restes, tu fais une omelette. Comme ça, j'ai le gras de l'œuf et j'ai les protéines. N'hésite pas à en manger que 5-6 si tu as besoin pour que tu sois suffisamment calé. Des légumes, ça peut être n'importe quoi. Là, ce matin, c'était épinards et tomates. La tomate, c'est pas un légume, mais bon, tu as compris l'idée. Et 4 noix du Brésil pour avoir les apports en sélénium et un petit peu d'huile de nigel qui est excellente pour la santé. À midi, ce que je peux manger, ça va être par exemple des crevettes avec des légumes et une barre de protéines. Pour la barre de protéines, c'est pas forcément healthy, mais bon, c'est pour se faire plaisir aussi. Si jamais j'ai besoin d'un encas, je vais prendre un shake de protéines. Le shake de protéines, le mieux, c'est de prendre de la whey de chèvre. Voilà, si jamais tu peux avoir ça, c'est le top du top du top. Évite la whey en général. C'est pas optimal pour la santé. La meilleure marque que j'ai trouvée, c'est qui font de la whey que tu peux acheter en France, que tu peux te faire livrer en France, bio, où les chèvres ont mangé dans les pâturages, dans les montagnes, qu'il y a rien dans cette whey. C'est la whey de Alpenpower. Et c'est la whey de chèvre, donc beaucoup plus assimilable, beaucoup bien meilleur pour la santé. Pareil pour le fromage, si tu as besoin du fromage, mange pas du fromage de vache, essaie de manger du fromage de chèvre qui n'a pas dur et qui a été fermenté. Ça, c'est excellent pour la santé, c'est bien meilleur, ça va être beaucoup plus assimilable et les protéines sont plus digestes et beaucoup plus assimilables que par exemple, si tu prends des protéines végétales en poudre, c'est un petit peu plus difficile à digérer. Plus du lait d'avoine fermenté bio ou juste de l'eau, cette whey, elle est tip top. Et le soir, et avec ça, je mets aussi les bonnes épices dedans. Il y a rarement un repas que je prends sans curcuma et sans poivre. Le curcuma rhizome mer. Il faut qu'il soit écrit sur ta boîte que tu prends, curcuma rhizome mer. Et là, c'est bon pour la santé. Un petit peu de cannelle de temps en temps, c'est excellent aussi. Du gingembre, très bon. Le soir, je pourrais prendre facilement du poulet bio, des légumes, un peu de riz noir par exemple que j'aurais fait fermenter. En dessert, du quark bio sans lactose, du beurre de cacahuète, ça c'est bon aussi, juste une petite cuillère à café. Du chocolat noir, 100% chocolat noir, 100% c'est riche en polyphénol, c'est excellent pour la santé. Prends le bio, regarde si c'est dans le chocolat, il peut y avoir des pesticides, du mercure, des métaux lourds. Donc regarde, essaie de tracer ce chocolat, il faut qu'il soit absolument noir, 100%. Tu mets un tout petit peu au-dessus, tu vois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à encourager cette vidéo une fois qu'on atteigne le cap des 1000 abonnés. 100 000 abonnés, ce sera pour une autre fois. Le cap des 1000 abonnés d'abord. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que ça a un peu clarifié l'alimentation. Voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que la prochaine vidéo, ce sera justement sur le sommeil et sur l'activité physique.